Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, je continue à vous parler un petit peu de Rome et de sa République qui a évolué dans les temps. En effet, entre la République qui est née au VIe siècle et celle qui est décédée au lendemain de la bataille d'Actium, elle a évolué dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, et c'est cette deuxième phase de l'évolution, avec la République dite moyenne ou médiane, que je me vais vous la conter. C'est des vidéos assez courtes, parce que quand on fait de l'histoire politique, je peux vous faire un truc chiant, où je vais vous détailler chacune des institutions. Bon, vous allez tout suivre, vous allez me mettre des pouces rouges, puis je vais recevoir des commentaires. « Eh, tu parles trop lentement, ah, c'est chiant ton sujet !» Donc, on va faire court, précis, concis. Donc, je vais commencer par vous donner un petit peu le contexte historique. En effet, la République romaine était caractérisée dans ses débuts par une lutte entre patriciens et plébéiens. Mais au commencement du 4e, 3e siècle, vous savez, c'est une histoire ancienne, on fait avec ce qui nous reste, malheureusement. Niveau source, des fois on a des trous. On a bien un petit livre, mais bon, ça a été écrit 500 ans après les événements, donc c'est un peu difficile de prêcher ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui a été inventé, ce qui a été magnifié ou ce qui a été un petit peu nuancé. Donc on fait avec ce qu'on a. Bref. Alors là, ça va être un peu plus difficile, ça va un peu avoir une complexification de la politique, parce qu'on avait deux partis, patriciens et plébéiens, et là ça va commencer un petit peu à se mélanger. Donc on va passer sur une autre forme de la République, une sorte de deuxième République. Les institutions évoluent. C'est un piège parce qu'on a gardé quasiment toutes les appellations de la Première République. En gros, on a gardé l'emballage, mais on a changé le contenu. Donc la République moyenne commence au 4e siècle, car avant c'était la lutte entre les patriciens et les plébéiens, comme je vous ai dit. Là on n'en parle plus, patriciens, plébéiens, c'est plus à la mode. Et donc on va construire un nouveau système politique et social. Les deux sont intimement liés et le sont encore aujourd'hui, pour ceux qui l'oublient et qui voudraient faire que du sociétal ou du blabla. Non, le social a une importance dans le rang politique. Et donc le système va se complexifier et cela va donner le système servien que je me vais vous conter. Bon, on va attaquer la partie un petit peu technique. Qu'est-ce que le système servien ? C'est un cadre économique, politique et fiscal qui bouge, parce que un jour t'es riche, un jour t'es pauvre, un jour tu vis, un autre jour tu meurs, ça peut bouger. Il y a des mobilités. C'est pour ça que les listes sont refaites toutes les 5 ans. C'est surtout aussi que comme on va à la guerre, il y a une petite chance que ça se passe mal. Donc tu peux bouger, il y a un ascenseur social possible. Il y a une société avec les plus riches qui ont le plus d'avantages et les plus pauvres qui sont un petit peu moins avantagés. Mais vu qu'il y a de la mobilité, ça évite de péter. Parce que si t'es pauvre, tu te dis, bon, si avec un peu de chance, ça peut monter pour moi, ça va aller. Chaque classe est divisée en centuries, unités pour l'armée et la politique. Les deux sont liés, c'est citoyens-soldats. Chaque centurie a des droits politiques et une place dans l'armée romaine. Donc là, je vais vous donner, c'est un petit résumé, on va être totalement honnête. Alors, on a les chevaliers qui sont au-dessus. Militairement, ils s'occupent de l'encadrement. C'est eux qui prennent les grosses décisions. Énorme responsabilité. Parce que si ça se passe bien, très bien, vous allez être applaudi, ça va aller. Si ça se passe mal, le retour à Rome peut être compliqué. Ce qui peut te sauver les fesses si ça se passe mal, c'est de mourir avec tes soldats. Donc, ils payent le plus d'impôts, car c'est les plus riches. Faut pas oublier, les chevaliers, c'est véritablement la noblesse. Politiquement, ils votent en premier. Et dès qu'on atteint la majorité, le vote est arrêté. Donc, souvent, c'est les seuls pour pouvoir prendre les décisions. En effet, si tu as 100 gars qui doivent voter, s'il y a 50 chevaliers qui votent pour le gars, les 50 autres ne vont pas voter parce que la majorité a été atteinte. Oh si, il y en a peut-être un qui va voter pour faire 51 voix, mais voilà. C'est un système politique assez spécial. Ils sont divisés en 18 centuries, ces fameuses unités pour l'armée. Après, on a la première classe. Elle, militairement, c'est l'infanterie lourde. Gros équipement,
Hein, c'est eux qui sont le mieux armés, c'est eux qui font le plus de dégâts, parce qu'ils ont les armes pour y aller. Même si des fois, dans certaines zones, être bien équipé, trop équipé, ça aide pas. Hein, il vaut mieux être plus léger. On ajoute à ça des artisans utiles pour la guerre, mais ils sont de première classe de manière honoraire, hein, vous inquiétez pas. Donc pour les impôts c'est pareil, c'est les plus riches, ils payent le plus, politiquement ça ne change pas, ils sont dans 80 centuries. La deuxième classe, elle a toujours une infanterie lourde, mais elle est moins équipée. Elle paye des impôts, elle vote, mais c'est extrêmement rare, elle est dans 20 centuries. La troisième classe, toujours dans l'infanterie lourde, mais c'est de moins en moins équipé. Hein. Tu pars de la première à la troisième classe, c'est vraiment différent. Elle paye toujours des impôts, mais elle ne vote pas. Elle est elle aussi dans 20 centuries. Hein. Donc, petite explication, t'es mis dans une centurie, et puis au moment de la guerre, le général d'armée va choisir dans ses centuries, tiens, j'en prends une, j'en prends deux, puis il constitue son armée comme ça. La quatrième classe est composée de l'infanterie légère, elle paye des impôts, mais elle ne vote pas, elle est dans 20 centuries. La cinquième classe, c'est vraiment l'infanterie extrêmement légère. Hein. Et il y a aussi les musiciens dedans. Eh oui, parce que les musiciens, ça donne le... Hein, grâce à des tambours, tu sais à peu près quand il faut attaquer, quand il faut pas attaquer. Il y a tout un univers sonore de la guerre, hein, qui te fait à peu près comprendre ce qu'il y a, parce que tu peux pas gueuler en plein milieu du champ de bataille. Hein. Non, un bon coup de musique, ça aide. Ils sont dans 30 centuries, ils payent des impôts, mais ne votent pas. Et enfin, on a le prolétariat, hein, ceux qui n'ont que leurs bras, hein, et qui font des enfants, hein, c'est déjà bien. Eux, ils sont dispensés de guerre. Bah ouais, en effet, ils sont trop pauvres, faut payer un équipement. Ça sert à quoi d'emmener à la guerre des gars qui pourront pas se combattre? Tu vas les envoyer quoi? Tu leur donnes un bâton de bois, allez, va aller taper un mec avec une épée. L'autre, il va se faire empaler. Ils ne votent pas, ils sont dans une centurie. On donne souvent à cette société une forme de triangle. Mais il semblerait plus que c'est la forme d'une goutte d'eau. C'est-à-dire, pas beaucoup de pauvres, pas beaucoup de très pauvres, pardon, pas beaucoup de très riches, mais une classe moyenne. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques compléments. Alors, le problème avec les pauvres, c'est qu'il faut assurer leur subsistance, hein, et qu'ils sont en concurrence avec les esclaves. En effet, tu ne peux pas laisser mourir les gens mourir de faim. Hein. C'est ça le problème. Parce qu'autrement, après, tu peux avoir des soucis sanitaires déjà, parce que s'ils meurent et puis leur corps peut tout pourrir. En plus, les plus pauvres, certains sont citoyens, tu laisses pas mourir les citoyens quand même. Hein. T'es quand même déjà citoyen romain, merde quand même. Donc, ça peut poser problème. Ils sont en concurrence avec les esclaves, surtout pour les travaux journaliers. Hein. Les artisans peuvent louer leurs services, mais c'est mal vu, car ils manquent d'autonomie. Hein. Et ils sont eux aussi en concurrence avec les esclaves. Hein. Certes, l'esclave, il faut le loger, le nourrir. Mais au moindre problème, tu peux le corriger, tu peux lui taper dessus. Alors que le citoyen, s'il te pose problème, tu peux pas lui taper dessus. Hein. Il a des lois, il est protégé. Hein. Alors que l'esclave, c'est un meuble, hein, faut totalement être honnête. Hein. Donc on préfère l'esclave, parce que si l'esclave casse les pieds, tu peux le taper. Hein. Donc à la campagne, le pauvre est dans une situation précaire, mais en ville, il y a des riches qui peuvent les aider pour avoir un système de clientèle. Et ça avancera dans le temps. Mais la ville est sur une véritable poudrière, car dès que les prix augmentent, la situation se fragilise. L'essentiel du système, c'est qu'il organise la politique, la guerre, le social, et que tout cela est imbriqué, hein, et que ce système va progressivement exploser, il ne va pas tenir. Hein. Un élément n'apparaît pas, les patriciens, parce que c'est plus à la mode, hein. Faut être totalement honnête, on ne parle plus de patriciens. Ça reste les grandes familles nobles, mais c'est plus un élément déterminant. Pourquoi ça s'appelle le système servien? C'est en hommage à un roi, Servus Stylus, hein, à qui on attribue beaucoup de choses. Bon, il n'a pas créé ce système-là. Mais bon, comme c'était un bon roi, ça fait de la pub, ça fait bien. Tu vois, il y a des noms comme ça, tu leur donnes le truc, c'est beau, c'est magnifique, ça donne un cachet. Donc, qu'est-ce que je vais vous parler d'autre? Alors, on a dans ce système-là
des consuls, mais ils peuvent subir le refus d'avoir l'imperium. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le concile de la plèbe, l'assemblée de la plèbe, par unité de compte. Hein. On vote par localisation géographique, donc le système par centurie et par classe ne marche pas là. Hein. On a véritablement un concile de la plèbe qui se réunit selon des tribus. En gros, le territoire de Rome est divisé en 35 tribus, et selon d'où tu viens, tu es placé dans un tribu. Ce qui peut contrebalancer un petit peu le système servien. Le système servien est basé sur la richesse, sur ta classe sociale. Le concile de la plèbe, qui a quand même un pouvoir assez important, lui est placé sur un système géographique, ce qui permet de, d'équilibrer tout ça. Hein. Donc, c'est l'assemblée du peuple. Hein. Alors, c'est très important, mais ces listes sont révisées, comme je vous l'ai dit, tous les 5 ans, et des fois, si malheureusement il arrive un problème. Par exemple, pendant la guerre punique, il y a 177 sénateurs qui sont morts, il a fallu les remplacer, mais autrement, on nomme 2 censeurs qui vont arriver, qui vont regarder qui gagne quoi, qui a la richesse, enfin c'est surtout la richesse au niveau des terres, hein, c'est pas vraiment la paye. Mais voilà, ils regardent qui est riche, pour te mettre dans une classe. Hein, et si un des censeurs quitte sa mission, l'autre doit démissionner. Hein. Il y a une catégorie spéciale dans ce système-là, c'est les affranchis. Hein, car ils gardent une tâche. Hein, ils ont été esclaves, leur corps ne leur a pas appartenu. Hein. Et donc, c'est assez difficile de savoir comment les placer. Hein. C'est assez difficile de savoir où on va les mettre et dans quelle classe. Hein. On ne peut pas mettre un mec qui a été un esclave dans une classe trop haute. Vous imaginez, il aurait des responsabilités politiques alors que son corps ne lui a pas appartenu. Mais ce système va tenir. Bon, il va être mis à mal par l'expansion romaine, mais il va tenir avec ces 2 têtes de pont qui sont le système par classe et le système par tribu. Les deux ont leurs différences. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fera plaisir. Ciao!